Bonjour, donc Henri O'Quinn, senior manager du cabinet Elancy. Donc je remplace aujourd'hui Yannick Gaillard qui pouvait pas être présent. Donc merci d'abord à Swiss Life de nous accueillir dans ses locaux et évidemment à Finance Innovation pour organiser cette table ronde. Donc notre séquence du jour, enfin la séquence actuelle, est d'apporter un éclairage sur le rôle d'accélération et de catalyseur que joue la digitalisation dans le monde du conseil d'investissement et de manière plus large dans le monde de la gestion de patrimoine. Donc on a choisi pour ça trois prismes ou trois axes principaux, les aspects de financement et d'offres, les processus opérationnels et enfin les aspects réglementaires. Pour ce faire, nous avons réuni plusieurs experts de ce secteur que je vais laisser se présenter, enfin dire en tout cas davantage de leur activité puisqu'ils ont déjà été présentés par Vincent. Donc je vous laisse, puisque tu as le micro, si tu veux. Oui, donc tu disais sur le premier point sur l'activité. Oui, c'est ça. Ouais. Vous Alors, présentez oui, votre activité en deux mots. là, juste pour... en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, nous, sur EasyBourse, c'est un contrat, on va dire, simple d'usage et 100% en ligne, front to back. Et donc, 100% en ligne, c'est de la souscription au rachat, ça, c'est pour le client. Et puis, vis-à-vis de l'assureur, c'est front to back, donc c'est zéro papier. Et tout se fait sur machine. Et donc ça veut dire qu'effectivement, nous on s'appuie pour faire ce truc-là, on s'appuie sur un robot advisor qui va gérer tout le cycle de gestion finalement des événements clients, que ce soit la souscription ou que ce soit dans les actes de gestion. Et donc c'est comme ça qu'on a voulu le faire pour qu'effectivement on ait un outil qui soit simple pour les clients, mais tout en gardant toute la complexité de l'assurance vie, et Dieu sait qu'il y en a. Allez-y, à ta droite. Donc là, on répond à une question ou on se présente? Non, donc c'est juste pour vous présenter en rapidement. deux mots. En deux mots. En deux mots, et ensuite, on ira plus avant dans le détail sur la solution, l'offre de valeur. Donc c'était simplement un tour de table. Hein. Parfait, très bien. Donc moi, je m'appelle Olivier Tubetti. Bonjour à toutes et à tous. Donc chez Excelliance, en fait, moi, je suis ingénieur patrimonial de formation. Et en fait, ce qu'on vient faire chez Excelliance, c'est digitaliser l'ingénierie patrimoniale, la rendre plus productive. Voilà, en deux mots commençant. Alors comment on va faire ça? Grâce à une approche transversale. On a un logiciel SaaS connectable avec API et qui vient en fait finalement permettre aux professionnels de travailler mieux et 10 fois plus vite pour délivrer son conseil dans toutes les dimensions juridiques, fiscales, sociales et financières à son client final. Voilà. Bonjour, Benjamin Griffoul de Ritchie. Nous sommes une plateforme de gestion de patrimoine dans laquelle on a une particularité, c'est le fait d'avoir digitalisé l'intégralité de la relation avec le client et surtout le conseil. Donc le conseil, c'est quelque chose de difficile à digitaliser. Je pense que tout le monde essaye et pas beaucoup réussissent. Nous, on arrive en 120 secondes à récupérer les datas des clients et ensuite à générer un premier audit patrimonial et ensuite on va aller vers toute la réglementation full digital. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Gladas. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, je peux être aussi en costume. Enfin, je voulais quand même le montrer parce que je me sens un peu à part. Donc moi, je suis le fondateur de la société Zalpha. Donc pour ceux qui connaissent, dans l'écosystème, c'est ex-Marie Cantier. Donc on a racheté Marie Cantier en 2019 avec Pierre Hervé. Et donc nous, on a un robot advisor. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a le concepteur du robot advisor qui est là avec moi puisque Pierre est en fait au premier rang. Donc même si c'est un robot advisor, donc nous, le pitch de Zalpha, c'est vraiment l'intergénérationnel. Voilà, c'est permettre à l'ensemble des générations de donner un sens à leur épargne. Et c'est en fait dans ce sens qu'on a créé Zalpha. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Antoine Ferraillant. Je dirige MoneyOne. J'ai brièvement entendu la conclusion précédente, mais oui, plateforme détenue par un asset manager.
ce qui nous permet de générer et d'avoir toute la ligne du début à la fin. On a été pionnier dans la digitalisation du parcours de souscription, notamment immobilière, avec la SCPI, et on s'est lancé récemment sur l'assurance. Voilà, je pense qu'on en dira plus après. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va entrer maintenant sur la première séquence, donc vraiment sur l'offre de valeur de vos différentes solutions. Donc, si on prend un peu de profondeur historique, les robots advisors sont nés ou ont commencé à se développer il y a à peu près une dizaine d'années, essentiellement sur des solutions de conseil en investissement et d'épargne financière, donc avec Marie Cantier, Nago, Advise, Yomoni, WeSave, enfin tous ces noms qui sont restés pour la plupart sur le marché. Et depuis ces 10 années, on a vu un développement finalement assez important de ces offres, à la fois pour se développer sur des nouveaux services, donc pas uniquement sur la partie conseil en épargne financière, mais pour tâcher d'adresser la totalité des offres de services de la gestion patrimoniale, mais également ce qui est lié à ce premier point, pour toucher des nouvelles clientèles ou de nouvelles cibles, donc plus uniquement sur du B2B et des clientèles finales, mais essayer d'aller sur des business models plus diversifiés avec un développement du B2C, offrir également des offres de services à des CGP, à tel point qu'aujourd'hui, les robots advisors ne sont plus uniquement des concurrents, mais également, dans un grand nombre de cas, des partenaires pour les CGP. Donc, on a le sentiment aujourd'hui d'un marché assez mature, assez développé, qui offre une assez grande palette de services. Donc, ma question, c'est, dans ce marché assez mature, offrant toute cette palette de services, qu'est-ce que vous apportez, enfin, quel est le levier de digitalisation sur lequel vous souhaitez insister aujourd'hui? Donc, pour commencer, peut-être Benjamin pour Richie. Aujourd'hui, on pense que le conseil, c'est vraiment l'outil indispensable à digitaliser. Parce que, à un moment donné, un gestionnaire, par exemple, de patrimoine ou autre, un courtier en crédit immobilier, un agent immobilier qui voudrait se lancer sur d'autres business et sur du conseil au-delà de son secteur, ne peut pas le faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour être conseiller en gestion de patrimoine avec un bon niveau, il faut plus d'une dizaine d'années d'expérience à minima. Et donc, on n'a pas forcément... Et puis, il faudrait recruter du people. Donc, nous, notre idée chez Ritchie est de dire on va digitaliser le conseil. Donc on l'a fait. Bon, c'est pas si facile que ça à faire, bien évidemment, mais on l'a fait en partant de l'expérience que nous on avait, puisque nous sommes gestionnaires de patrimoine avec une expérience assez importante. Donc on a pris en gros tout simplement toutes les datas qu'on avait faites durant de nombreuses années, on les a compilées et en fait on a été capable de sortir en 120 secondes, on a en reverse les formulaires remplis par les clients, donc c'est eux qui remplissent leur formulaire, et en contrepartie de ça, en 120 secondes, après ça génère automatiquement un premier audit patrimonial qui leur permet de, au niveau civil, au niveau fiscal et au niveau patrimoine actif, passif, revenu, charge, d'apporter du conseil. Donc c'est un premier niveau. Et ensuite, ce premier audit va pouvoir générer un espace au niveau du client, va pouvoir lui générer toute la réglementation possible et inimaginable, qui est aujourd'hui une plaie pour les gestionnaires de patrimoine, mais qui en fait est une force une fois que vous l'avez digitalisé. Parce que du coup, ce n'est plus une pain, une douleur pour le client, mais ni pour le CGP, c'est très fluide. Et ensuite, ça peut générer soit sur un rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine, donc l'aspect physique aussi est important. Et enfin, si on n'a pas le besoin de rencontrer un gestionnaire de patrimoine, on peut aussi digitaliser l'autre partie, c'est-à-dire la vente de solutions, qui est là aussi importante. Et sur l'aspect gestion de patrimoine, on a digitalisé ce petit audit. Maintenant, l'audit que produisent les gestionnaires de patrimoine, qui prend entre une dizaine et une vingtaine d'heures, ça aussi, on est en train de le digitaliser.
qui ne coûtera plus qu'une heure au gestionnaire de patrimoine, parce que là, il intégrera juste son jus de cerveau. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui produisent des beaux camemberts, des beaux tableaux, mais qui n'ont pas d'intelligence. En fait, c'est juste des tableaux et des camemberts. Maintenant, après, il faut que le gestionnaire de patrimoine, à la mano, rédige. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'on a digitalisé, et c'est notre grande valeur ajoutée. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on est très connexes et complémentaires avec Benjamin. En fait, moi, mon expérience professionnelle, aussi bien en front qu'en middle office, m'a apporté une bonne connaissance à la fois des besoins des clients finaux, qu'ils soient dirigeants, chefs d'entreprise, profession libérale, cas de sup ou rentiers, avec une exigence forte pour des prestations sur mesure. Mais également au niveau des professionnels qui les conseillent, qui eux ont besoin d'outils pertinents pour pouvoir réaliser leur conseil, de préconiser leur conseil dans un environnement de plus en plus complexe. Ce qu'on peut dire dans ce cadre-là, c'est que le professionnel a besoin, on va dire, de 3 grands outils pour pouvoir réaliser sa mission aujourd'hui. Il a besoin effectivement, une fois qu'il connaît son client, effectivement, c'est l'une des phases clés qui est très importante, la collecte d'informations, que ça soit au travers d'entretiens ou de documents, ou collecte d'informations plus ou moins normées. Et bien, une fois qu'il a passé cette étape, je dirais qu'il a besoin de 3 grands outils. Il a besoin de calcul pour réaliser son audit, son diagnostic sur différents axes, juridique, fiscal, social, financier. Et il a besoin également ensuite de pouvoir chiffrer, comparer ces différentes pistes de solutions. Et ça, c'est plus ou moins complexe suivant les problématiques que l'on a à aborder. Deuxième outil, ça va être la documentation technique. Et là, donc, le professionnel a besoin de bases documentaires pour appuyer son conseil, sur lequel appuyer son conseil, des bases juridiques, fiscales, sociales. Et là, comme vous le savez, on vit dans un pays où on est un petit peu les champions du monde de la complexité dans ce domaine-là. Et enfin, troisième outil, ça va être l'auto-formation, la formation, le cas échéant, la sous-traitance, si le professionnel ne dispose pas de sa compétence en interne. Or, ce qui se passe, c'est que, effectivement, le professionnel perd beaucoup de temps et d'énergie pour répondre aux besoins de son client, à intégrer à la fois calcul et rédactionnel adapté à son client, et à rendre ensuite la matière la plus digeste possible pour convaincre son prospect ou son client du bien fondé de ce qu'il préconise. Et puis, finalement, la séparation entre les 3 outils que je viens d'énoncer ici conduit finalement le professionnel à perdre du temps et de l'argent sur chacune des 3 étapes clés de son process de conseil. Donc, ce qu'on vient faire chez Excelliance, c'est pour tous ces professionnels, qu'ils soient ingénieurs patrimoniaux, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, en banque ou chez un assureur, ou bien encore family officer ou professionnels du droit et du chiffre, on va leur apporter une solution en mode SaaS, en 360 degrés, qui s'appelle Easy by Excelliance, et qui va leur permettre de travailler mieux et 10 fois plus vite pour délivrer leurs conseils sur la partie technique des dossiers. Alors comment on fait ça ? C'est grâce à une approche transversale où finalement le professionnel va retrouver pour chaque mission, chaque thématique, chaque besoin client à satisfaire, à la fois calcul et rédactionnel directement personnalisé en fonction du cas du client, en fonction des informations qu'il a collectées. Donc finalement, chez Excelliance, on vient apporter un gain de productivité considérable sur chaque étape clé de la chaîne de conseil. Pour autant, on estime qu'on n'est pas là pour remplacer l'humain, mais on apporte au conseiller un exosquelette. Finalement, on est plus dans une démarche de figital que de digital. Oui, donc comme je disais, effectivement, nous, EasyBourse, c'est à l'origine, on va dire, c'est un courtier en ligne en bourse, donc et j'ai une longue expérience dans le management de réseau bancaire, parce que EasyBourse, c'est une filiale de la Banque Postale. Et je me dis, à une certaine époque, on a quand même beaucoup de difficultés pour ouvrir un contrat d'assurance vie. C'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de créer une offre patrimoniale, gestion libre, enfin multi-support, gestion libre, gestion sous mandat, qui s'adresse finalement, on va dire, au plus grand nombre, mais avec quand même qui a tous les attributs d'un contrat patrimonial et qui soit simple d'usage, parce que souvent on nous dit l'assurance vie c'est compliqué, il faut faire beaucoup de choses. Et donc j'ai voulu, de par mon expérience passée, dire on va essayer de faire quelque chose de simple d'usage, qui est un peu compliqué. Et donc on s'appuie là-dessus effectivement.
comme on a un devoir de conseil en assurance vie, c'est la réglementation. Donc je me dis comment on fait tout ça à distance. J'ai la chance, on va dire, d'avoir un écosystème de compétences au sein du groupe que j'ai pu mobiliser pour construire en fait cette proposition de valeur, soit sur la gestion libre, soit sur la gestion sous mandat avec la banque privée, BPE, ou avec LBPAM pour, on va dire, sur tout ce qui est portefeuille modèle. Et donc ça nous a permis, au travers d'un questionnement client, effectivement aussi de sortir de manière beaucoup plus simple, beaucoup moins élaborée que... on n'est pas en gestion personnalisée, on est en conseil simple, soyons modestes, donc en conseil simple. Mais malgré tout, sur tout un jeu de questions, une quinzaine, on arrive à cerner la capacité du client, son expérience, ses compétences, son appétence au risque, et donc déterminer sur un certain nombre de profils investisseurs l'allocation qui lui paraît la meilleure. On s'est posé la question à une certaine époque, est-ce qu'on fait une allocation automatique ou est-ce qu'on fait une allocation automatisée? Alors c'est quoi la différence entre les deux? Automatisé, il y a un humain derrière, il y a un gérant qui fait des allocations tous les mois en fonction des variations de marché. Automatique, c'est un algorithme. On est parti sur la deuxième hypothèse, c'est un humain qui fait les allocations sur les 10 portefeuilles, on va dire, qu'on propose. Et une fois qu'on a fait ça dans la souscription, il faut faire vivre le système dans un cycle de gestion complètement autonome pour le client, sans intervention humaine, sauf bien sûr dans les cas réglementaires où on doit avoir bien sûr l'intervention de quelqu'un de chez nous pour effectuer des diligences réglementaires. Mais sinon, tout est construit pour que le client, on va dire, on l'accompagne dans l'ensemble de ses actes de gestion. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, ça peut paraître compliqué, mais on arrive à gérer tout un contrat patrimonial. Souvent, on me dit qu'il faut faire des choses simples. Alors, on fait des choses simples déjà, mais tous les cas qu'on a sont complexes. Et on arrive, je pense, à le faire au travers on va dire, de tout un système qui gère les points d'arrêt ou des points de redémarrage d'événements. Alors, moi j'ai perdu la question entre-temps, c'était sur quel axe Ouais, l'axe. Non, en fait, ce qu'il faut bien voir, donc moi je parle vraiment pour les robots advisors, parce que nous on a racheté Marie Cantier. Il faut pas oublier que Marie Cantier, en 2014, le fondateur a failli se battre avec le patron de la CNCGP en disant vous êtes des vieux, moi je vais vous remplacer d'ici 2 ans. Donc ça, c'était au début les robots advisors, qui étaient convaincus qu'ils allaient remplacer les CGP, que c'est un métier qui allait mourir, et ils se sont dit voilà, on va vous remplacer. En fait, ça s'est pas passé, et en fait, c'est pour la preuve, c'est que Marie Cantier a fait faillite en 2019, parce qu'en fait, ça marchait pas. Donc aujourd'hui, nous, chez Zalfa, on a une position différente, parce que voilà, moi j'ai une autre société qui s'appelle My Funds Office, où on voit des CGP tous les jours. Un CGP aujourd'hui, selon les manifestants ou selon la police, il va pouvoir gérer des comptes à partir de 20 000 € ou même 200 000. Parce que quand vous allez voir un gros CGP en province, il vous dit « moi je refuse les comptes en dessous de 200 000 ». Quand vous allez voir un plus petit, il va vous dire en dessous de 20 000. Donc en fait, entre 0 et 20 000, il n'y a personne. Donc c'est pour ça que nous on s'est dit, Zalfa, l'objectif c'est bien donc digitaliser, tout le monde le fait aujourd'hui. Hein. Donc bien sûr, on a digitalisé le parcours client. Donc on l'a fait, selon en fait l'assurance vie, ça devait prendre 3 semaines, on a mis 6 mois, parce qu'effectivement l'assurance vie c'est compliqué. Donc aujourd'hui, tout le monde arrive à digitaliser un parcours. Maintenant, l'expérience commence après. Donc nous, on est chez Zalfa, c'est vraiment gérer les petits portefeuilles, parce qu'aujourd'hui un CGP, si vous arrivez avec 5 000 €, en fait, il le prend pas. Donc nous, le positionnement, il est là, c'est vraiment sur l'intergénérationnel et aussi sur les comptes. C'est pour ça qu'on est en partenariat nous avec les CGP, où le CGP va nous envoyer en fait les petits comptes. Et aujourd'hui, c'est un peu le trust à l'américaine. Hein. Nous, c'est le concept chez Zalfa. Donc là, je parle à titre personnel, mais moi, je me suis marié il y a 4 semaines en Floride avec une américaine. Et en fait, son grand-père lui a placé 15 000 € à sa naissance. Et aujourd'hui, elle en a 800 000. Voilà. Alors, $. Donc en fait, je vous rassure, c'est pas pour ça que je me suis marié avec elle, hein. C'est pas pour les 800 000 $. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un concept de trust à l'américaine où si on peut placer de l'argent très tôt pour les enfants, en fait, c'est un vrai impact, c'est une vraie différence. Parce qu'aujourd'hui, avec 800 000 €, on peut faire quelque chose. Avec 15 000, on peut rien faire. Donc en fait, nous, ce qu'on dit au CGP, c'est qu'on va prendre les petits comptes et dès que si on place sur 20-25 ans pour un enfant, bah peut-être qu'à 25 ans, l'enfant, il va avoir 200 000 €. Et à ce moment-là, on va renvoyer le compte chez nos partenaires et CGP. Donc nous, voilà, c'est vraiment faire aujourd'hui un partenariat fort avec les CGP et non pas les remplacer comme à la création au départ.
Alors, c'est bien de passer en dernier. Je peux faire un petit résumé de ce qui a été dit. Et je pense que MoneyOne est un bon cas d'école, justement, pour illustrer tout ce qui vient d'être dit. Puisque nous, on est, une fois de plus, distributeur adossé à une maison de gestion. Et donc, le conseil vient porter sur les deux parties. Est-ce que le client est éligible ou non au produit d'épargne qui lui est proposé? Premier conseil. Et le deuxième conseil, l'allocation qui est également proposée. Donc, nous, notre ticket moyen, il est aux alentours de 30 000 €. Donc, on ne fait pas trop mal au CGP non plus. Mais je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, un CGP, avec les diligences qui sont obligatoires dans le conseil, prendre des petits clients, ça peut s'avérer pas très rentable. Donc, je le disais en introduction, nous, on a d'abord digitalisé le parcours de souscription SCPI. On est détenu par un asset manager qui est très fort sur l'immobilier, donc on est venu promouvoir justement l'expertise du groupe à travers un parcours de distribution totalement digitalisé sur cette partie immobilière, et on a pu le faire de deux manières, en do-it-yourself totalement, en RTO, réception, transmission d'ordre, et également sur la partie conseillée, où là, et justement, on rentre dans l'adéquation. Est-ce que le client est en adéquation ou non avec le produit? Et derrière, on l'a également fait sur la partie assurance vie, avec un partenaire qui est présent à la salle, qui s'appelle Advise, puisque nous, on a un savoir-faire dans l'allocation d'actifs, et on a su mettre en avant, je dirais, notre capacité à générer des allocations. Donc aujourd'hui, en 7 clics, on est capable de vous proposer environ 250 allocations différentes. Donc ça, c'est la première base du conseil. Je vous donne une allocation. Est-ce que vous voulez exécuter? Oui, non. Et derrière, si vous souhaitez l'exécuter, vous avez la capacité donc, de rentrer dans un parcours que là, on a fait en SaaS, parce qu'on n'a pas totalement la capacité in-house de pouvoir développer tout un parcours, notamment sur la partie assurantielle. Et c'est là qu'intervient toute la partie KYC, etc. et où je viens justement dire à ce client s'il est éligible, oui ou non, à une offre d'assurance vie, en venant exécuter l'allocation qui lui a été proposée. Donc c'est la croisée des deux chemins. Je viens chercher l'expertise de plus de 40 ans d'expérience d'un asset manager, tant sur la partie immobilière que sur la partie assurantielle, dans, je dirais, la répartition d'actifs cross-asset. On peut proposer des allocations qui passent par l'immobilier, l'obligataire, l'action, les ETF. Et l'intégration justement de ces différents parcours. Donc quand vous parliez de maturité de marché, je ne peux être que d'accord sur le fait qu'il y a un mouvement qui s'opère et on est bien là pour le représenter aujourd'hui, puisque je crois dur comme fer que ces produits d'épargne doivent demain être en capacité d'une distribution, je dirais, totale, soit en total do-it-yourself, soit on a également des conseillers. Il y a toujours un besoin de réassurance. On parle d'argent, à qui je confie mon argent, et ça, même si on a la capacité de pouvoir proposer une totale autonomie aux clients, 95% des deals se finissent pas au téléphone, mais il y a quand même besoin de savoir chez qui on place son argent. Merci. Je vous propose maintenant de parler de développement, c'est-à-dire quels sont les moyens pour aller capter des nouveaux clients, attirer des nouveaux investisseurs qui aujourd'hui ne vont pas sur l'épargne financière, les attirer aussi potentiellement vers des produits plus risqués, plus performants que ceux auxquels ils ont accès aujourd'hui, ou vers lesquels ils vont spontanément se diriger. Donc je vous cite quelques leviers que vous pourrez compléter, ou au contraire vous pourrez en choisir d'autres. Donc, plus de simulateurs, plus de pédagogie, plus de reporting sur à la fois financier et potentiellement extra-financier, ou enfin accès à de l'agrégation ou à l'open banking. Parmi ces différents leviers, ce que vous en voyez qui sont plus pertinents que d'autres, et quelle est votre vision là-dessus? Donc moi, je propose qu'on commence par ce côté de la table. Nous, notre... tu seras dernier. Notre créneau chez MoneyOne, c'est justement la démocratisation des produits d'épargne. C'est comment je vais rendre éligible un produit qui était jusqu'alors destiné à une certaine clientèle, comment je vais le rendre éligible au plus grand nombre. Donc il y a deux manières, enfin il n'y a pas deux manières, il y en a plusieurs, mais nous on est focus sur vraiment deux manières de le faire. Comment rendre cette épargne encore plus éligible au plus grand nombre? C'est la rendre intelligible. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce dans quoi il va investir. Je crois qu'il n'y a rien de pire quand on est adverse à l'investissement, de ne pas comprendre ce dans quoi on va mettre de l'argent, parce que si ça se passe mal, là on est définitivement adverse à l'épargne, et
force est de constater qu'aujourd'hui, épargner, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin, mais est-ce que tout le monde est en capacité de le faire? Donc, il y a l'intelligibilité, donner à l'utilisateur des simulateurs qui lui permettent de savoir concrètement ce qu'il achète et comment ça va se comporter dans le temps. Et en termes de frais également, il y a une transparence à avoir en termes de frais. Nous, on le prône, hein. Moins de frais égale plus de perf pour l'utilisateur. Ça, il faut également qu'il le comprenne. Donc, il y a toute cette partie de simulation qui va lui permettre d'appréhender le produit et de savoir comment ça marche. Et derrière, il y a le rendre éligible financièrement parlant. On parlait de tickets moyens tout à l'heure. Nous, la SCPI, typiquement, on est capable de la proposer sous toutes ses formes. En pleine propriété, en démembrement, à crédit. Et vous avez tous les simulateurs qui vous permettent de calculer justement votre investissement. Également un simulateur fiscal qui vous permet de savoir combien il va vous rester en net dans votre poche. Et on a également de l'ingénierie autour du produit pour la rendre éligible financièrement au plus grand nombre. Le ticket d'entrée est à 200 €. Maintenant, on s'est également creusé la tête pour le rendre éligible en versement programmé. Donc aujourd'hui, la SCPI, vous pouvez l'acheter via MoneyOne à partir de 20 € par mois. Donc on a réussi à décimaliser, entre guillemets, les prix de part de SCPI pour les rendre éligibles au plus grand nombre. Donc oui, effectivement, pour attirer du monde et faire en sorte que les gens comprennent, qu'il faut épargner, et deux, qu'il faut épargner, mais il n'y a pas besoin d'avoir un QI supérieur à la moyenne et être riche pour épargner. Une fois nous, notre créneau, c'est ça, une fois qu'on a fait comprendre ça à l'utilisateur, généralement, on a un taux de transformation qui est relativement bon. Alors nous, c'est pareil. En fait, on a une grande expérience parce que là, on vient de clôturer une première levée de fonds, mais à chaque fois qu'on parlait avec un fonds de private equity ou un investisseur, il disait oui, mais alors c'est quoi la différence entre Zalpha et tous vos concurrents? Enfin, toujours la même question d'école. Et en fait, nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus il y a de concurrents, plus il y a RoboAdvisor, et en fait, mieux c'est pour nous. Parce que nous, aujourd'hui, on se bat contre le livret A, contre en fait le cash dans les banques. Donc nous, ce qu'on veut, c'est plus... Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les RoboAdvisors en fait connaissent un grand succès, parce que comme ça va démocratiser en fait l'objet du RoboAdvisor. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pareil, c'est de la pédagogie. Voilà, c'est expliquer aux gens, et en fait, via Zalpha, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs profils, parce qu'on veut vraiment permettre à l'ensemble des générations de donner un sens à leur épargne. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir un outil simple, ludique, à partir de... Alors nous, c'est un peu plus cher, c'est 500 €. Je suis désolé, on va essayer de faire un peu moins. Mais donc voilà, c'est 500 € et après, vous versez 50 € par mois. On veut vraiment faire quelque chose de très ludique pour que tout le monde, en fait, se sente capable d'accéder à des placements financiers qui rapportent. Voilà, donc nous, c'est ça le but, c'est vraiment faire une application smartphone. On l'a fait sur ordinateur, mais on voulait vraiment que ça soit dès le lancement sur smartphone, parce que 98% de l'ensemble des générations utilisent au moins une fois par jour un smartphone. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer, nous, au départ, sur un smartphone, pour rendre vraiment l'accès au marché financier et au placement très facile. Oui, donc effectivement, sur les nouveaux investisseurs, alors moi j'ai une conviction, c'est que le sujet, c'est pas forcément des investissements risqués ou pas risqués. Il suffit de regarder en 2020 tous les jeunes qui sont arrivés sur les marchés. J'ai interrogé dernièrement d'ailleurs même des collaborateurs très jeunes. Ils n'ont pas de compte épargne, ils n'ont pas de compte bourse. Par contre, ils ont tous un compte crypto. Donc le sujet, il n'est pas forcément sur est-ce que c'est un placement risqué ou pas. C'est est-ce que je l'ai compris ou pas. Le Bitcoin, ils ont tous compris, les jeunes, hein, donc ils sont tous dessus. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on veut nous mettre finalement, parce que j'ai vraiment la conviction que l'investissement boursier ou des marchés financiers, ça doit être mis au service de l'économie réelle et durable. Et donc, si on veut ça, ça veut dire que effectivement, il y a tout un ensemble d'outils qu'on peut mettre en place, mais le véritable enjeu, c'est de rendre tout ce qu'on fait compréhensible, intelligible, comme ça a été dit. Hein, je partage complètement, parce que effectivement, si on veut que tous les jeunes investissent sur le long terme, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils fassent. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière tous les outils sophistiqués ou les supports d'investissement qu'on leur propose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une recrudescence d'investissement direct, je le vois sur la bourse, parce que là où moi je sais dans quoi j'investis. Et donc pour des produits qui sont un peu plus packagés, on va dire, ils ont besoin d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'avec la nouvelle réglementation SFDR, on a une formidable opportunité de donner du sens à leur épargne, je suis complètement d'accord là-dessus, en leur disant ce qu'il y a derrière tout ça, en fait.
Et c'est en donnant de la compréhension et de la compréhension qu'effectivement on permettra à ces nouveaux investisseurs de venir sur des produits d'épargne dans l'assurance vie, mais aussi sur la bourse, sachant que ils sont déjà sur les marchés, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils que nous. Ils sont déjà sur les cryptos, ils spilent dessus. Donc, et ils mettent déjà de l'argent dessus. Donc, c'est comment on les convertit sur les marchés en leur disant, parce que c'est la première réaction que m'a dit une jeune collaboratrice, je commence par quoi ? Alors, c'est hyper intéressant tout ce qui se dit. Nous, ce que l'on voit déjà, ce que l'on constate, c'est que la nouvelle génération est multiclasse d'actifs. Et ça, c'est bien justement de pouvoir orienter. Mais déjà, l'idée, c'est de comprendre que ils auront des bitcoins, des CPI, des parts de tokens immobiliers, des actions, des ETF. Bref, aujourd'hui, il y a vraiment, même sur des petits montants, on voit qu'il y a une épargne qui est répartie, qui est éclatée sur tous les supports possibles et inimaginables. Ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, ce que l'on regarde et ce que l'on voit attentivement, c'est que pour orienter, alors on fait beaucoup de pédagogie, on fait beaucoup de papiers, de webinaires, on essaye d'expliquer. En plus, on s'adresse aussi beaucoup aux expatriés. Donc voilà, ils ont aussi besoin de conseils parce que là, c'est des grilles patrimoniaux importants. Donc en fait, il faut, je pense, partir du besoin du client et quel est son objectif patrimonial pour ensuite l'amener sur différentes solutions. Si on part pas du besoin, et c'est pour ça que nous on a optimisé sur un conseil automatique pour partir du besoin et voir on part de la fin, quel est ton besoin, et on va nous faire le film et te dire dans quoi tu vas investir. Bien évidemment, en leur expliquant dans quoi ils investissent. Le troisième point qui me paraît majeur, c'est qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui est de plus en plus dure et qui nécessite, si je prends le cas de DDA, qui nécessite d'écrire tout le conseil. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va donner un conseil à un client, on va devoir l'écrire. Alors, ça peut paraître évident, mais enfin, c'est un petit peu de travail, et c'est surtout que plus on le digitalise, alors nous c'est notre cas, on l'a digitalisé, donc on l'a automatisé, mais si on ne le fait pas, on met en risque sa structure. Donc là, on parle beaucoup des épargnants, mais on met aussi quand on est professionnel de l'autre côté, on va mettre en risque nos structures. Et ça, c'est un sujet qui est absolument indispensable de traiter. Voilà. Merci infiniment. Bon, tout a été dit, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Non, des formations professionnelles obligent, je dirais tout simplement pour compléter et enfoncer le clou, Benjamin, je dirais qu'il n'y a pas de schéma magique et il n'y a pas d'investissement, de conseil patrimonial magique. Tout doit s'apprécier en fait au cas par cas. On a tous ici dans la salle des cartes du monde différentes, des objectifs à court, moyen, long terme différents, une situation familiale différente, d'un juridique, fiscal, social différent. Et en fait, effectivement, il y a non seulement la connaissance, je vais dire, du conseil, du produit, avec ses qualités, ses avantages et ses inconvénients, je dirais intrinsèques en valeur absolue, mais il y a aussi la projection de ce que ça peut donner, effectivement, par rapport à son besoin, par rapport à sa situation existante. Ça, c'est très important. Et pour illustrer, je dirais tout simplement, c'est pas la même chose d'avoir 100% de son patrimoine investi aujourd'hui en crypto si on a 20 ou 25 ans, que si on est dans la même situation à 1 ou 2 ans de la retraite, ou bien si demain matin, je vais acheter ma résidence principale. Il me semble que c'est pas la même chose. Donc ça, c'est à considérer également. Donc je dirais que, alors pour les particuliers, pour répondre à votre question, je dirais qu'effectivement la pédagogie, les simulateurs, les comparatifs aussi entre différentes solutions me paraissent des choses pertinentes, tout en effectivement permettant à l'utilisateur de se projeter par rapport à sa situation personnelle. Alors d'avoir des informations non seulement en termes de rentabilité, risque, liquidité, durée conseillée d'investissement, mais également quels sont les impacts juridiques, fiscaux, sociaux par rapport à ma situation. Et je dirais que pour que ça marche aussi pour les professionnels, il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de formation, d'auto-formation, pour qu'ils puissent s'approprier ces nouvelles solutions, et je dirais les conseiller à bon escient, et puis sans oublier la dimension commerciale. Merci. On va passer maintenant au deuxième axe qui était le réglementaire. Donc la réglementation représente des contraintes et des coûts qui sont de plus en plus élevés. Vous l'avez d'ailleurs abordé. Comment la digitalisation vous aide pour faire face à ces contraintes et à ces coûts et le cas échéant, y a-t-il des limites auxquelles vous vous confrontez
Et pour cette question, on va se concentrer de ce côté de la table. Si ça convient. Ouais. Alors, tu peux poursuivre, puisque tu as parlé J'ai bien regardé le micro, quoi, du coup. problèmes. Bravo. Donc, Il m'a refilé le mistigris. En fait, les gestionnaires de patrimoine, entre confrères, et je pense que les assets le savent aussi, ils sont toujours en train de se plaindre, en train de dire ah la réglementation, ah ceci, et en même temps il y a avant, mais en même temps il y a 40, 50 ans, t'allais voir ton médecin, il te donnait des billets, t'allais chez l'assureur, tu lui donnais, il les mettait sur le contrat. C'est sûr, c'est plus pareil. Donc c'est évident que le monde a complètement changé avec la lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme et autres. Donc le monde a complètement changé. Le CGP a du mal à sortir de ça en se disant ouais la réglementation c'est très embêtant et on n'a pas envie de le faire. Bon. Ok, ça c'est un constat. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois un client et que tu lui expliques que ton métier est réglementé, qu'il y a des choses à faire, il y a des documents à signer, il y a des justificatifs à approuver et à envoyer, bah, ça fait quand même un peu plus sérieux que quelqu'un qui dit bah tiens, signe au coin de la table. C'est le deuxième point. Troisième point, on a un outil qui est quand même assez exceptionnel aujourd'hui, c'est la digitalisation. Donc beaucoup, et je pense que tous autour de la table, on a digitalisé notre parcours client et notre parcours réglementaire. Donc c'est plus un souci aujourd'hui en soi. Je pense que justement la digitalisation a permis d'optimiser cette réglementation, de faire le tri aussi sur beaucoup d'acteurs qui n'avaient plus grand chose à faire là puisqu'ils n'avaient pas cette réglementation là et qui tout simplement travaillaient d'une méthode pas vraiment la bonne. Donc je pense que c'est pas un impact négatif, c'est plutôt un impact positif sur nos métiers. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'on investit sur quelque chose qui peut nous paraître futile? Bah oui, ça peut être futile, mais en fait, ça nous donne de la crédibilité vis-à-vis de nos clients. Et encore une fois, quand vous avez un conseil écrit généré automatiquement, un audit généré automatiquement, une lettre d'entrée en relation, un KYC automatisé et un profil de risque automatisé, c'est sûr que c'est plus pratique que si vous envoyez tout en format Excel et que la personne vous renvoie sur votre mail ou vous pouvez vous faire hacker le mail. Voilà, c'est pas la même chose. Oui, donc effectivement, on a la réglementation qui s'impose à nous, et je pense qu'elle est là surtout pour protéger les particuliers et les clients. Il faut jamais qu'on l'oublie, en fait. C'est certes une contrainte, mais elle est là pour protéger quand même les clients. C'est comme ça qu'elle a été conçue, tout du moins. Et puis aussi protéger, on va dire, la collectivité. Moi, je pense que la digitalisation, c'est une formidable opportunité, on va dire, d'appliquer cette réglementation, parce qu'elle a ses codes, elle a ses règles. Donc que ce soit sur la KYC, la connaissance du client, nous c'est 100% de conformité. Parce que l'informatique nous permet de faire ça. On peut faire plein de contrôles, on peut faire plein de menus déroulants, des saisies rapides et qui sont conformes. Donc la KYC c'est 100%. Sur les réglementations LCBFT, bah, vous avez des scénarios que vous devez appliquer, vous avez des contrôles que vous devez appliquer. L'établissement il est, on va dire, tenu, on va dire, d'avoir des scénarios en la matière. Donc nous, on en a. Bah, l'informatique nous permet de gérer des workflows interruptibles pour effectivement générer les contrôles adéquats. Quand je dis interruptible, pourquoi? C'est que l'informatique, c'est pour moi la première ligne de défense. Mais il y a toujours un humain, parce que la réglementation nous impose ça. Il doit toujours y avoir un humain dans la deuxième ligne de défense qui prend une décision sur la suite ou pas de l'opération. Et ça, on peut le faire. Il suffit juste d'avoir des workflows interruptibles, de flécher un cas à quelqu'un du middle office qui va après prendre une décision, appliquer la réglementation, puis remettre dans le circuit le système. Donc, il n'y a aucune limite, de mon point de vue, à appliquer de manière très économique la réglementation, ou que ce soit même avec PRIPS et des DDA, on va dire l'obligation de présenter l'offre avant que le client ne la choisisse. C'est une obligation aussi précontractuelle. Bah, tout ça est possible. Aujourd'hui, tous les outils dont on dispose nous permettent de gérer plein de workflows interruptifs. Donc, au contraire, je pense que ça rassure tout le monde, ça rassure les autorités de contrôle, ça rassure l'établissement et ça rassure les clients parce que derrière, il y a plein de choses qui se font sans forcément que ça soit lourd pour lui finalement. On contrôle des choses et puis si d'aventure il y a un signal qui se dégage, on lui pose une question complémentaire. S'il a une résidence fiscale à l'étranger, pouf, il y a le NIF qu'on va lui demander tout simplement. Donc
le numéro d'identification fiscale. Donc tout ça, ça peut être très, très fluide en fait. Donc pour moi, je vote 100% digital. Alors nous, sur la réglementation, donc nous aussi on est CIF, donc on est bien sûr, donc on doit suivre la même réglementation, mais on a voulu nous le rendre plus ludique et en fait plus simple. Donc ce qu'on a fait nous, c'est que déjà on donne accès à l'application Zalfa directement. Donc en fait vous rentrez, si vous êtes un homme et une femme, bon, je sais c'est encore vieux jeu, mais bon, on a fait ça. Donc homme-femme est votre année de naissance et vous avez accès à l'application. Vous n'êtes pas obligé de rentrer 25 questions pour déjà avoir accès à l'application. Donc ça, c'est le premier. Et ensuite, nous, on a divisé le parcours en 5 pour justement permettre à l'utilisateur de le faire en 2-3 jours sur une semaine et pas simplement avoir un bloc pendant 2 heures quand il est face à un CGP et en fait qui remplisse. Et on trouve ça plus transparent aussi. C'est ce qui vient en fait d'être dit. On trouve ça plus transparent parce que le fait qu'il réponde à tant de questions, lui se rend compte vraiment de ce qu'il est en train de remplir, il voit les documents, etc. Alors qu'on peut très bien faire un rendez-vous avec un banquier ou un client où en fait il vous amène un tas de 50 pages et vous signez à la fin, vous ne savez même pas ce que vous avez signé. Voilà. Donc nous, pour le rendre plus digeste, en fait, on l'a découpé, je crois, en 5 ou 6 étapes, voilà, qui fait à peu près, on va dire, c'est 5 minutes, je crois, par étape. Mais l'avantage, c'est qu'il peut faire les 2 premiers jours, la partie 1 et 2, et en fait revenir le lendemain. Voilà, mais effectivement, on est obligé de faire la page sur la réglementation. Alors, investir comporte des risques, notamment de perte en capital. Quand on est distributeur, adossé à un asset manager qui est lui-même adossé à une banque, le risque réputationnel est assez important. Donc, je vais être un petit peu plus mitigé parce que moi, la réglementation, elle m'enquiquine quand même un petit peu, même si elle vise, et ça c'est hyper important, en premier lieu de protéger l'investisseur. Donc ça, là-dessus, on est parfaitement d'accord. Je suis parfaitement également d'accord sur le fait que les outils digitaux permettent de la rendre plus digeste pour l'investisseur final. Plus facile de signer une lasse de documents sur DocuSign plutôt que de paraffer une trentaine de pages. Il n'y a aucun problème là-dessus. Derrière, là où je suis un petit peu plus challengeant, c'est la traduction de cette réglementation dans les parcours. On a récemment d'ailleurs été reçu par l'AMF qui a screené plusieurs sites dont on faisait partie. On était relativement serein parce qu'on est bien accompagné en interne. Mais quand je vois que l'AMF avait elle-même parfois du mal à nous traduire les règles qu'elle souhaitait imposer à un distributeur, je me dis qu'il y a parfois un petit peu d'amélioration à avoir. Je peux vous prendre un exemple tout simple. Dans le parcours de souscription, quand on doit présenter des fonds, quand on présente une allocation, la réglementation nous impose d'afficher toute l'alias réglementaire sur ces fonds. L'AMF nous a dit c'est trop compliqué, l'investisseur ne comprend pas. C'est l'AMF elle-même qui nous impose une certaine forme de rédaction sur ces documents-là. Donc il y a un peu de serpent qui se mord la queue, mais je partage totalement ce qui a été dit. La digitalisation permet de la rendre plus fluide et plus simple pour nous distributeurs, mais surtout pour l'utilisateur, parce que le premier, il faut le protéger, mais 2, il faut lui rendre l'expérience quand même assez sympa quand on s'apprête à immobiliser de l'argent sur le long terme, donc autant que ça se passe bien. Donc ça nous aide à le faire, mais voilà, un peu le serpent qui se mord la queue. Merci. Donc, si je synthétise, si j'ai bien compris, donc finalement, même avec la digitalisation, le réglementaire, ça peut être soit une force, soit plutôt un caillou dans la chaussure. Nous, chez Excelliance, donc nous, on est en mode B2B avec notre solution SaaS. Et ce réglementaire, moi, quand j'entends réglementaire, j'entends un petit peu plus large, c'est-à-dire pas uniquement réglementaire appliqué aux solutions d'investissement, mais également appliqué au conseil patrimonial. Donc, j'entends législation. Et c'est vrai, donc législation, notamment pour permettre de bien mesurer l'impact de chaque solution dans l'environnement, donc bien vérifier que chaque solution répond bien aux besoins identifiés de la personne que l'on conseille, et avec une mesure de tous les impacts juridiques, fiscaux, sociaux et financiers. C'est la raison pour laquelle, dans Easy by Excelliance, on a prévu non seulement un audit avant préconisation, mais également un audit après préconisation, ce qui permet à l'utilisateur de bien mesurer tous les impacts et de bien vérifier que, OK, ma solution, elle correspond bien aux besoins identifiés de mon client. Ce qui conduit in fine, finalement,
à un meilleur, je dirais, niveau d'encadrement réglementaire des solutions et finalement une meilleure sécurisation du conseil. Et ça, c'est bon à la fois pour le client final et également pour le conseiller dans le cadre de son devoir de conseil. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la dernière question sur la finance durable, qui est un mouvement assez massif dans lequel doit s'inscrire la finance, à la fois pour des raisons de contraintes, avec toutes les obligations réglementaires touchant notamment au parcours épargne, l'obligation d'interroger le client sur la durabilité. Est-ce que vous le vivez comme une opportunité, comme un nouveau critère qui va s'imposer à l'égal du rendement et de la performance auprès des investisseurs, ou simplement comme une figure imposée dans laquelle vous devez finalement vous fondre pour respecter vos obligations? Et pour cette question, je vous demanderai d'être assez court parce qu'on arrive à la fin de l'intervention. Je vais être très court puisqu'effectivement, donc moi chez Excelliance, on s'occupe de la dimension stratégique conseil et donc bien évidemment placement, mais nous ça va être dans quelle enveloppe fiscale je vais investir. Et donc le produit au bout du bout, c'est plutôt les personnes qui sont là autour de la table. Donc je vais passer le flambeau. Peut-être à toi, Benjamin. On a bien évidemment, on s'intègre parfaitement dans tout ce que réclament aujourd'hui l'AMF et les épargnants. Moi, j'ai une position qui va peut-être pas plaire sur la finance durable. C'est que si la finance durable, c'est fait pour augmenter les frais pour les clients et pour remettre les mêmes trucs en mettant des beaux logos verts et des Ocean, For the Planet, 1%, etc., je pense qu'on n'ira pas très très loin. C'est un peu le sujet qui nous interroge aujourd'hui. Il y a beaucoup de clients qui nous parlent de l'intérêt de leur placement et de qu'est-ce que leur placement fait pour le monde. Donc ça, on est toujours dans la pédagogie. Ça, c'est un bon point. Mais il reste encore un souci sur est-ce que les fonds vraiment font quelque chose. Alors c'est bien sûr, c'est du financier de l'immobilier. Il y a également un peu dans tous les sens du terme. Mais le vrai sujet, c'est est-ce que on n'est pas que encore dans le marketing. Et j'ai peur aujourd'hui qu'on soit encore trop dans le marketing. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Bon, moi, plus simplement, on va dire, moi j'ai en tête finalement les 2 ans de crise qu'on traverse, tout simplement. Et tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, ou même depuis un certain nombre de mois, la dernière crise ukrainienne ou les crises du Covid. Et on voit bien que, on va dire, quand on parle de finances responsables, c'est vrai qu'on peut avoir des opérations un peu marketing qui s'opèrent. Moi, j'ai la conviction, je vous le dis encore une fois, que il faut qu'on arrive à réconcilier l'intérêt collectif avec l'intérêt individuel de développer son épargne, et que ça, on dire la finance responsable, elle est là finalement pour le faire. C'est pas un objet pour moi marketing, parce que j'ai souvent coutume de dire, on peut faire, pour faire une image, une entreprise bio, par exemple, qui fait du bio, du très bon bio, en agroalimentaire. Si elle pollue on va dire, la rivière d'à côté, elle n'est pas responsable. Et pourtant, elle fait du bio. Et pourtant, c'est des très bons produits. Et pourtant, donc elle n'est pas responsable. Donc pour moi, le responsable, c'est pas que du greenwashing. C'est avant tout la transition écologique. C'est la cohésion sociale, l'insertion sociale, et c'est le développement des territoires. C'est des choses qu'on a un peu entendues depuis quelques mois, me semble-t-il. Et donc, moi, j'ai la conviction que si tous les acteurs de marché, alors il se trouve qu'on a une réglementation européenne, et ça, c'est très bien, qui va nous pousser à le faire. La réglementation européenne, elle va nous pousser, finalement, à donner les impacts sur la durabilité de nos produits, ou des produits qu'on distribue. Et ça, c'est très bien. Sauf qu'il y a 70 indicateurs. Donc, là, bon courage pour le particulier pour se retrouver là-dedans. Et donc, c'est notre rôle de leur donner des clés de lecture sur comment on investit, sur quoi on investit, et en quoi, finalement, cette société ou ce produit, il contribue à la transition écologique ou à l'insertion sociale ou à la gouvernance ou effectivement au développement du territoire. C'est à nous, c'est notre responsabilité d'acteurs de marché, de distributeurs, de rendre ces choses-là faciles. Je prends un exemple tout simple. Nous, on a fait un mandat qu'on a appelé un mandat d'action action citoyen. Alors, c'est du full responsable, dans le sens où il y a des exclusions. On est vraiment les purs et durs sur des exclusions de certains secteurs d'activité. Et on restitue 6 indicateurs, 2 sur l'environnement, 2 sur le social et 2 sur la gouvernance.
tout simplement pour déjà acculturer les particuliers à ces notions-là. Parce que j'ai la conviction que c'est notre avenir d'investissement quand même. On a quand même besoin de développer la transition écologique et on a besoin d'avoir des entreprises qui travaillent sur les aspects sociaux. On voit bien tout ce qui se passe à l'étranger ou même chez nous. On a quand même quelques progrès à faire. Et c'est les investisseurs qui peuvent agir pour faire évoluer aussi cet écosystème. Merci. Donc c'est un peu dommage, ça me rappelle un autre débat où sur 3 heures de débat, il y a eu 18 minutes sur l'ESG. Bon, c'est un peu dommage que cette question arrive à la fin. Je suis très content en fait de ce qu'a dit Benjamin, parce que je pensais être le seul à être un peu sceptique sur cette partie-là, et je vois qu'on partage les mêmes points de vue. Donc nous, en fait, chez ESAlpha, on a fait la première enquête sentimentale sur la finance. Donc on a interrogé plus de 100 personnes, on leur a dit voilà, tu as le choix, est-ce que tu veux sauver la planète ou pas? Donc bien sûr tout le monde répond oui, hein, parce que c'est un peu les questions qu'on dépose au débat hier. Donc tout le monde dit oui, sauf que quand on leur dit voilà, si tu sauves la planète, tu vas gagner 2% par an, si tu la sauves pas, tu vas gagner 10%. Qu'est-ce que tu choisis? Et là 95% ont dit bah non, je préfère avoir 10% par an, parce que moi je place de l'argent, c'est pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants, donc le plus important pour moi, c'est effectivement que ça rapporte de l'argent, et pour l'écologie, je vais rouler en voiture électrique et je vais mettre des panneaux solaires. Donc voilà, donc nous on s'est dit chez ESAlpha, on va pas commencer à forcer les gens à faire de l'écologie, de l'ESG s'ils veulent pas. Donc nous, c'est vraiment, je répète, hein, c'est permettre à chacun de donner un sens à son épargne. Donc si on a quelqu'un qui est sensible à ça, il pourra le faire chez nous. Il y a un des thèmes qui est sur l'ESG. Et ce qu'on a fait, nous, chez ESAlpha, c'est différent, c'est qu'on calcule en temps réel un score ESG. Voilà, parce que ce qu'on veut, c'est la discussion intergénérationnelle. On veut que les petits-enfants, quand ils passent Pâques avec les grands-parents, ils disent à leur grand-père, toi, c'est quoi ton score? Écoute, moi, je suis à 92%, je suis sauveur du monde, et toi, papy, moi, je suis à 23%. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est ça. C'est qu'on veut que les générations aient une discussion faite autour de ça. Mais ce qu'on veut pas, c'est justement les forcer. S'ils n'ont pas envie d'aller sur un critère ESG, etc., en fait, c'est qu'on ne veut pas les forcer. Voilà, chacun est libre de donner un sens. Si vous préférez mettre en avant les fintechs en France, ou etc., en fait, vous pouvez le faire. C'est un de nos thèmes, mais c'est vrai que c'est une question importante pour le futur. Alors, on parle de réglementation et d'intégration de ces critères-là dans les KYC. Je crois que c'est un sujet pour tout le monde qui arrive. Nous, on estime qu'une fois de plus, en tant que distributeur, c'est le distributeur qui doit apporter sa pierre à l'édifice. Il y a effectivement les asset managers qui créent des fonds green ou qui répondent à certaines normes et que nous, on choisit de référencer dans les contrats pour pouvoir les proposer aux clients. Et puis comme ça va être intégré dans les KYC, alors par contre, c'est vrai qu'on ne va pas leur dire tu es pour, mais par contre, ça va te coûter plus cher. Mais en tout cas, on laissera la possibilité à l'utilisateur de dire oui, je veux contribuer positivement. Nous, en qualité de distributeur, on a un parti pris, on a via un simulateur, une fois de plus, on donne la capacité à l'investisseur de calculer l'empreinte carbone que va générer son acte d'achat. Et donc, on a pris le parti pris de venir compenser justement cette émission carbone au moment de son acte avec un partenaire qui s'appelle Reforest Action. Donc, le tout, c'est pas la finance est-elle green ou pas. Nous, on estime qu'en tant que distributeur, on a notre pierre à l'édifice à donner, qu'on est également responsable de tout cela, parce que le stockage de données, le cloud, etc., ça contribue positivement à cela. Et en qualité de distributeur, oui, on est ravi de pouvoir associer à l'acte d'achat et de donner à l'utilisateur la possibilité de venir compenser son émission carbone. C'était notre dernière question. Donc merci à tous pour vos interventions et votre participation. Merci.